et bienvenue. Et merci à Boubacar d'avoir accepté cet après-midi de partager ses connaissances avec nous. Et merci aussi à nos participants qui sont avec nous depuis le début. Et comme vous le savez, Donic Green, c'est un programme de conférences en ligne, surtout ceux qui touchent au changement climatique, afin que les entrepreneurs les prennent en compte dans leurs différents business. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de la deuxième semaine. J'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin. Donc, je laisserai Elodie introduire notre conférencier du jour et ensuite lancer les débats. Merci. Merci Tidiane. Donc, nous sommes dans une conférence dédiée à l'agriculture et aujourd'hui le thème de la conférence est l'agriculture 2.0 pour transformer le secteur agricole. Alors, notre ambition cette semaine, c'est de vous faire voir l'agriculture autrement, de vous permettre de l'imaginer autrement avec ses multiples facettes. Donc, c'est vrai que hier, on parlait d'agroécologie. Aujourd'hui, nous parlerons des innovations et des nouvelles technologies dans le monde agricole. Donc, cette conférence, elle doit permettre de vous inspirer en vous démontrant que l'agriculture 2.0, comme on dit, est déjà une réalité en Afrique. On aimerait vous présenter la diversité des technologies et des business models qui sont en train de révolutionner le secteur. Alors, il s'agit pour nous de vous montrer comment et en quoi les entrepreneurs du continent ont innové en tenant compte de leur environnement, mais aussi des perspectives donc climatiques, démographiques, énergétiques ou encore économiques sur leur marché. Alors, parler d'agriculture 2.0, pour certains, vous en avez déjà une bonne connaissance, pour d'autres, ça peut peut-être vous sembler utopique. Alors, je voudrais déjà vous lancer un petit sondage et vous demander, est-ce que le numérique et les nouvelles technologies, selon vous, peuvent révolutionner l'agriculture au Mali? À votre avis? C'est impossible? Vous n'y croyez pas avant 10 ans? Ou cela sera réservé à une élite? Ou vous l'observez déjà? Ou pour vous, oui, c'est bien une révolution qui se prépare. Allez-y, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok, il en reste encore quelques-uns qui n'ont pas voté. Allez-y, on va bientôt mettre fin au sondage. Dans tous les cas, on voit que la plupart d'entre vous, vous y croyez, peut-être pas dans l'immédiat. En tout cas, vous observez de plus en plus d'acteurs du monde agricole qui se servent des nouvelles technologies pour justement rendre l'agriculture plus moderne, plus intelligente, plus attrayante, peut-être plus productive aussi. Voilà, bon, c'est assez positif. Alors, est-ce que vous avez vu les résultats? Voilà. Le potentiel. Vous voyez les résultats? Oui, bon, moi je le vois. Ok, très bien. J'arrête de partager les résultats. Donc, aujourd'hui, pour en parler, donc, nous recevons Aboubaker Ben Silman. Bonjour Aboubaker. Peut-être ouvrir le micro. Je voulais juste te saluer. Merci de nous faire l'amitié d'être là ce soir. Aboubaker, tu es un entrepreneur et en plus d'être un entrepreneur, tu as conseillé plusieurs startups africaines dans leur modèle économique, des entrepreneurs du monde agricole qui ont justement déjà utilisé les potentialités du numérique. Par le passé, tu as déjà aussi travaillé pour Jocolabs, un réseau, un centre d'innovation très très connu en Afrique, et plus récemment, au sein d'une société d'investissement pour les startups africaines et technologiques, à savoir GreenTech, tu as aussi œuvré pour identifier, conseiller des entrepreneurs du domaine. Alors aujourd'hui, ensemble, on tentera de répondre à cette question. Est-ce que le numérique peut rendre l'agriculture plus résiliente, plus moderne, plus intelligente et donc plus productive et attrayante pour les jeunes dans le Sahel?
Alors, tout au long de ces conférences, du programme d'Oni Green, on l'a vu, les pays du Sahel sont soumis à de très, très fortes contraintes climatiques qui se traduisent par des pluies de plus en plus irrégulières dans le temps, dans l'espace, des sécheresses récurrentes et longues, avec des effets perceptibles sur les terres agricoles, sur la disponibilité en eau et une recrudescence des conflits entre acteurs ruraux. Alors, en raison de son contexte climatique, institutionnel, économique, environnemental et de ses moyens de subsistance, le Sahel apparaît comme l'une des régions les plus vulnérables au monde, avec une population croissante de jeunes sans emploi, sous-employés. Il est vital pour la région du Sahel de développer des interventions pour rendre les activités agricoles plus intelligentes face au climat et plus attrayantes pour les jeunes. Alors, dans ce contexte, comment l'agriculture sahélienne ou ouest-africaine plus largement peut-elle se développer pour être à la fois source de nourriture, d'emploi et de richesse, tout en préservant les ressources naturelles? En d'autres termes, comment l'innovation pourrait-elle accompagner le développement de l'agriculture sahélienne et son adaptation au changement climatique pour répondre aux besoins des populations et à ce défi de souveraineté alimentaire? Vaste programme. Aboubaker, nous allons en parler ensemble. Je peux te laisser ouvrir ton micro. Bonjour tout le monde. Bonjour Elodie, bonjour Abdoulaye. Ok, ben, merci d'être là. Est-ce qu'on pourrait ensemble réussir à poser les bases et est-ce que tu pourrais nous aider à définir ce qu'on entend concrètement par le principe d'agriculture 2.0? Alors, l'agriculture 2.0, c'est généralement en fait l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication à destination de l'agriculture. Donc, quand on prend un petit peu cette définition un peu large et un peu où on peut un peu mettre tout ce qu'on veut et rien du tout, on arrive un petit peu à chercher des exemples concrets qui nous amènent en fait à mieux comprendre la dynamique. Aujourd'hui, en fait, que ce soit dans l'agriculture, mais dans tous les secteurs, souvent on pense le digital ou l'innovation ou la technologie comme étant un objectif ou un but, alors que ça reste quand même un moyen. Et l'objectif dans l'agriculture aussi, c'est de ne pas en faire un objectif, mais d'en faire un moyen. Et aujourd'hui, les technologies et le digital offrent des moyens considérables pour l'ensemble des agriculteurs, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus âgés. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est assez impressionnant parce que bon, moi, je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'agriculteurs et du coup, depuis quelques années maintenant, j'ai repris aussi la ferme agricole. Et au départ, en fait, de ma carrière agricole, il y a à peu près 12 ans, j'étais souvent le petit jeune qui venait parmi tous les vieux. Et aujourd'hui, de plus en plus, en fait, on se retrouve dans des forums agricoles où on est qu'entre jeunes et où les dynamiques sont pas du tout les mêmes. Euh, Dans l'agriculture 2.0, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'elle est transversale. C'est-à-dire que la technologie, aujourd'hui d'ailleurs, mais ça reste aussi un commun à tous les secteurs. Par exemple, quand on voit aujourd'hui les ministres du numérique, sont souvent des sous-ministres rattachés au Premier ministre parce que ça nécessite une transversalité complète. Donc aujourd'hui, dans l'agriculture, on peut parler de technologie complètement en amont total des processus agricoles jusqu'à le consommateur final. Donc, l'intérêt n'est plus à démontrer, mais aujourd'hui, l'intérêt est à faire évoluer, on va dire. Parce qu'on a vu aussi un petit peu dans le sondage qu'il y a moins de 50% des gens qui considèrent que la technologie est un facteur très important pour l'agriculture d'aujourd'hui, surtout dans le Sahel. Moi, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à appréhender ces données-là, parce que dans 10 ans, ça sera un autre monde. D'ailleurs, beaucoup d'études disent que dans 10 ans, 50% des métiers qui existeront dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Exactement. Alors, du coup, Aboubaker, quel est ton parcours? Comment tu es venu à t'intéresser à ces questions de digitalisation dans l'agriculture? Bah, du coup, déjà, les chats ne font pas des chiens. Donc, moi, j'ai grandi dans un cadre un petit peu agricole. Et puis, après, j'ai beaucoup travaillé dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat a un impact en Afrique. Mais du coup, qui dit impact dit souvent des liens très forts avec l'agriculture. Parce que l'impact premier qu'on peut avoir sur une population, c'est de pouvoir les nourrir.
Donc, pour pouvoir les nourrir, la première chose, c'est de pouvoir assouvir ces besoins alimentaires localement. Et puis, encore plus précisément, enfin, des fois, c'est même nécessaire de les avoir micro-localement. Ça veut dire que des populations qui puissent, à travers des petits villages ou même des coins reculés, qui puissent avoir une autosuffisance alimentaire. D'accord. Alors, de par tes expériences professionnelles en tant qu'entrepreneur ou pour des sociétés qui travaillaient avec les entrepreneurs, tu as parcouru aussi beaucoup de salons sur ce sujet de l'agriculture 2.0. Peux-tu nous dire quel est le profil type de ceux qui justement se lancent dans cette aventure entrepreneuriale en réussissant à allier des compétences à la fois agricoles et celles liées aux nouvelles technologies? Oui, effectivement. Alors déjà, généralement, ces dynamiques naissent de naissance de communautés. L'objectif, c'est de réussir en fait, à connecter des gens avec des compétences agricoles avec des gens avec des compétences techniques, qui généralement, l'un et l'autre n'ont pas la compétence enfin, l'un n'a pas la compétence de l'autre. Généralement, les agriculteurs, surtout quand c'est des agriculteurs de métier et qui font ça depuis qu'ils sont nés, j'ai envie de dire, n'ont pas les compétences techniques. Et les ceux qui ont la compétence technique sont souvent des gens qui viennent des villes et n'ont pas forcément cette compétence métier qui est de faire pousser en fait des choses. Aujourd'hui, pendant très longtemps, en fait, on a eu des gens de la ville qui considéraient qu'ils pouvaient qu'avec le technique pouvoir faire le métier d'agriculteur, et des agriculteurs qui pensaient pouvoir aussi, à travers leur connaissance, pouvoir réussir à avoir des rendements comme il y avait avant. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Elodie, il y a des changements climatiques, il y a de plus en plus de sécheresse, des précipitations de plus en plus séparées, enfin de plus en plus éparses. Donc du coup, les méthodologies qui existaient avant ne sont pas forcément les meilleures à utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, un des apports les plus importants du 2.0 dans l'agriculture, c'est l'accès à la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ma main, j'ai un ordinateur qui est plus performant que tous les ordinateurs qui existaient il y a 20 ans. N'importe où dans le monde, je peux me connecter à tout le savoir du monde et pouvoir retirer une information qui m'est nécessaire aujourd'hui. Alors, on n'est pas encore dans un optimum de Pareto de la technologie, parce que forcément, c'est difficile d'avoir accès des fois à Internet, des fois c'est difficile d'avoir les moyens d'avoir accès à Internet, des fois c'est difficile de chercher l'information, des fois c'est difficile d'adapter l'information qu'on trouve au contexte local, mais c'est d'où l'importance de la communauté et le fait de pouvoir mettre ensemble des gens qui soient du métier, des gens qui soient de la technique et qui puissent en fait tous les deux travailler ensemble pour développer des choses extraordinaires. D'ailleurs, on le voit dans les startups aujourd'hui et les entrepreneurs qui marchent dans l'agriculture 2.0, c'est généralement en fait des cofondateurs où il y a une expertise terrain et une expertise technologique qui font que la dynamique se met en place et marche. Et les espaces comme les espaces de coworking, les incubateurs et autres sont des lieux propices justement à ce type de rencontre, n'est-ce pas? Alors oui, à condition que ces espaces-là réfléchissent au-delà de leurs propres membres. On le voit d'ailleurs, là on l'a vu très clairement pendant la crise du Covid, où les espaces ont dû fermer, et les initiatives qui étaient dans une dynamique collective et une dynamique de commun, et une dynamique autour des communautés et non pas forcément autour de leur espace, où ils utilisaient leur espace uniquement comme agrégateur, ont réussi à s'en sortir, d'autres non. C'est vrai. Alors revenons-en aux technologies du numérique, avant de rentrer forcément dans des présentations de start-up qui aujourd'hui montrent que ça fonctionne très bien. Est-ce que tu pourrais nous décrire les différents usages possibles des technologies du numérique pour faciliter l'agriculture ou pour l'améliorer? Comment on peut s'en servir du numérique? Alors, de plusieurs manières, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez transversal. On peut commencer dès le départ, c'est-à-dire qu'avant même de commencer son projet agricole, on peut se former à monter un projet.
Donc, c'est le premier apport, un apport de savoir et qui est à considérer comme étant un apport extrêmement important. Aujourd'hui, on a des universités en ligne, on peut avoir accès à n'importe quoi. Il y a plein d'histoires que vous pouvez retrouver sur Netflix ou sur différentes plateformes de streaming où on voit en Inde, en Afrique du Sud, au Botswana, au Kenya, des gens qui ont réussi en fait à créer des choses en apprenant uniquement sur le web, grâce à la Khan Academy, aux différentes formations qui puissent exister. Donc déjà, à la base, c'est quelque chose qui est… la technologie est assez importante pour pouvoir donner l'accès au savoir aux gens qui vont développer leur projet. La deuxième chose, c'est ensuite au niveau, après plus techniquement, on peut parler de tout ce qui est IoT, donc les objets connectés. Donc là, après, avec les objets connectés, ben, on peut savoir exactement quelle est la nécessité en eau du terrain, qu'est-ce qu'il faut ajouter comme intrant, qu'est-ce qu'on peut y planter, qu'est-ce qu'on ne peut pas y planter. Et puis, une fois qu'on a planté, on a des bibliothèques maintenant incroyables où il suffit juste de prendre une maladie d'une plante avec l'appareil photo du téléphone pour savoir quelle maladie, comment on peut la traiter, comment on peut la traiter naturellement, comment on peut la traiter chimiquement. Et ensuite, il y a toute la partie justement encore du savoir, mais aussi la partie d'accompagnement technique. Il y a l'accompagnement sur les prévisions météorologiques, il y a l'accompagnement sur les prévisions de pluie, sur la nécessité en eau de chacun des plans. Et puis, il y a surtout, et c'est un petit peu la grande révolution on va dire la première décennie du XXIe siècle, c'est un accès aux acheteurs. Aujourd'hui, les plateformes, on entend beaucoup parler des plateformes du producteur au consommateur. Donc là, pour moi, c'est une révolution parce que ça permet de casser les intermédiations qui étaient un frein à la création de valeur dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur est capable de planter ses propres légumes, de les transformer ou non, et de pouvoir accéder directement au client final grâce à ces plateformes. Alors qu'auparavant, enfin, moi je voyais du temps, par exemple, de mon grand-père ou même de mon père, il fallait vendre à la personne qui allait venir, qui lui-même allait vendre sur le marché, qui allait vendre à un grossiste, que le grossiste allait vendre à des détaillants, que les détaillants vont vendre au consommateur final, qui eux-mêmes, en fait, allaient le cuisiner. Donc aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des lignes plus directes. Et donc, du coup, qui dit ligne plus directe, dit moins d'intermédiation et donc dit un meilleur revenu. Effectivement, et c'est aussi ce qu'on a beaucoup vu durant cette crise sanitaire, où du coup, pour s'en sortir, beaucoup de producteurs ont commencé à ouvrir leur propre portail pour pouvoir vendre en local, en direct, et faire que leur production ne soit pas gaspillée, ne pourrisse pas et puisse trouver preneur. Alors, il y a vraiment certaines startups qui sont en train de révolutionner le secteur agricole en Afrique. Je pense que certaines font beaucoup parler d'elles et ont réussi à démontrer que voilà, qu'il était possible de voir l'agriculture autrement. Est-ce que tu auras un exemple qui pourrait vraiment nous parler dans le contexte malien sur justement ce volet commercialisation, meilleur accès au marché, quelqu'un qui aurait développé une plateforme? Alors, il y en a… Alors déjà, arrêté, n'est-ce pas? pour pouvoir… Je ne sais pas si on t'a perdu un petit moment, Elodie. Alors, je ne sais pas si c'était moi ou si c'était toi. Vous m'entendez? Moi, je t'entends bien. Ouais, c'est ma question. Ok, ben, vas-y alors. Moi, je t'entends. Donc, aujourd'hui, alors en fait, j'ai envie de dire que l'agriculture 2.0 va au-delà de l'agriculture. Parce que ce soit les moyens de financement ou les moyens d'accès à l'énergie ont aussi un impact extrêmement important sur l'agriculture. D'ailleurs, le mobile payment est né de l'agriculture. À la base, c'est au Kenya, ça a été fait pour pouvoir échanger pouvoir vendre
du produit agricole à une autre région et les repayer directement. Mais on va, en fait, pour pouvoir spécifier un peu plus la discussion, on va essayer de ne pas trop rentrer dans ces détails-là parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures et des heures, voire des journées et des journées. Mais du coup, pour la commercialisation en elle-même, alors déjà, je pense que ce qui a révolutionné la commercialisation, c'est le fait de pouvoir payer avec son téléphone parce que jusque-là, en fait, c'était très compliqué ou très capitalistique de pouvoir livrer des choses, de ne pas être payé directement, enfin, attendre de livrer avant d'être payé. Il y a aussi toute la partie logistique qui a aussi beaucoup aidé les choses. Alors, sur le Mali, on a pu voir que, bon, encore une fois, pendant la crise sanitaire, une startup comme Teleman a pu switcher et se mettre à la livraison. Et donc, du coup, à pouvoir en fait livrer des produits, agroalimentaires à des clients finaux. Et puis, alors du coup, j'en connais plein d'autres. Il y a Maya aussi au Mali qui transforme en fait du coup des produits des produits qui existaient ou des sauces maliennes existantes et traditionnelles en un produit beaucoup plus qualitatif. Déjà de par l'emballage, de par la présentation, de par la communication, de par la proposition. Et après, il y a plein de startups aussi qui font de l'imagerie par drone. Donc, l'imagerie par drone permet aussi de pouvoir étudier ses sols, de pouvoir savoir quels sont les stress hydriques, quels sont les intrants à mettre en place. Il y a tout ce qui est, alors, c'est pas au Mali, mais ça devrait, je pense qu'ils seront rapidement au Mali. Il y a une startup ivoirienne qui s'appelle Granotech, qui permet en fait de créer des systèmes d'économie circulaire de la graine jusqu'à l'élevage. Et les exemples ne manquent pas. C'est surtout en fait aujourd'hui la dynamique qui est importante à avoir. Et la dynamique qui est importante, alors du coup je vois et je parle avec beaucoup de startups où on est toujours un petit peu dans l'attente de quelque chose. Alors on a fait un PowerPoint, on a un projet, on va aller chercher de l'argent. On ne trouve pas de l'argent parce que forcément, personne ne nous donne d'argent sur un projet. Enfin, ça, c'est un mythe qu'il faut dénaturer rapidement. Mais du coup, c'est important aussi de l'avoir en tête et de se dire qu'est-ce que je fais. C'est-à-dire que et là où en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir montrer l'exemple. À partir du moment où en fait, on a un projet, même aussi petit qu'il soit, et qu'on a prouvé qu'il marchait, et que le marché était en attente de ce projet, on a déjà quelque chose d'intéressant. Et c'est à partir de ce quelque chose d'intéressant où après, toute la dynamique est de pouvoir réussir à l'industrialiser et à en faire quelque chose un peu plus grand. Et c'est là en fait où c'est important et c'est là en fait où je tiens à porter l'accent sur les gens qui ont des projets, en leur disant que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont une superbe idée qu'ils vont forcément réussir. Comme disait en fait l'ancien roi du Maroc, Hassan II, il disait ceux qui réussissent, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus riches, c'est pas les plus malins, c'est surtout ceux qui ne lâchent jamais. Ouais. Et il y a une question déjà il y a plusieurs questions, hein, mais je voulais, comme on est en train de voir le champ des possibles, c'est Prosper Soumen qui demande si l'irrigation goutte à goutte, c'est considéré comme de l'agriculture 2.0. Alors, c'est de l'innovation, bien sûr, mais après, ce qu'on appelle 2.0, c'est plutôt l'utilisation du digital dans l'agriculture. Donc, on peut dire oui, à condition qu'il y ait une application pour le gérer. Ok, donc pas seulement le matériel, mais digitaliser ce matériel, c'est-à-dire peut-être pouvoir prendre le contrôle du système goutte à goutte à distance, n'est-ce pas? Voilà. Puisse s'adapter en fonction du besoin de la plante sans qu'il y ait forcément besoin d'une manipulation humaine. Exactement, c'est ce que c'est soit par des IoT, c'est-à-dire des objets connectés qui sont au pied des plantes et qui permettent de savoir en fait quels sont les besoins, ou par de l'imagerie drone qui permet de le faire, ou par bientôt, alors du coup, bon, j'ai vu que certains disaient qu'on pourra en parler dans 10 ans. Alors j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, c'est sûr que ça sera bien avant dans 10 ans parce que il y a des choses incroyables qui sont en train de sortir. Par exemple, on voit
le projet Galileo avec, de l'Union européenne. Galileo, c'est le satellite de localisation européenne. C'est l'équivalent du GPS. Le GPS, c'est américain et Galileo, c'est l'équivalent européen, qu'on ne connaît pas très bien parce qu'il est moins connu que le GPS, mais qui permet de pouvoir faire des images à 2 centimètres de distance. C'est-à-dire qu'on peut savoir, par exemple, sur un champ d'oliviers, on peut savoir combien exactement il y a d'olives. Ça permet aussi, donc du coup, alors encore une fois, je dis c'est plus des outils qui vont nous permettre de pouvoir faire une meilleure agriculture plutôt qu'un objectif de dire ah ben puisqu'on a ça, ben du coup on va tout faire pour réussir à se connecter avec Galileo. Alors c'est un peu la même chose avec le goutte à goutte, c'est-à-dire que le goutte à goutte, oui, c'est un très bel outil. Moi j'ai une ferme d'oliviers qui est complètement équipée de goutte à goutte et ça me sauve la vie parce que c'est ce qui me permet de ne pas y aller tout le temps. Mais on peut parler du 2.0 à partir du moment où on l'a connecté, ce système de goutte à goutte, à une application ou à un drone ou un satellite. Très bien, c'est intéressant. Alors, il y a Koulibaly Issa qui demande quelles sont les technologies les plus utilisées en Afrique dans le domaine de l'agriculture 2.0. Et la deuxième partie de la question, c'est quelles sont les plus adaptées et celles qui ne nécessitent pas un grand investissement pour un agriculteur africain. Alors, je vais répondre aux 2 questions par la même réponse. Et en fait, je vais tourner un petit peu autrement la question en disant, en fait, quelles sont les technologies aujourd'hui qui marchent en Afrique, c'est-à-dire quelles sont les startups qui marchent en Afrique ou qui ont marché. Et en fait, généralement, une startup qui marche, c'est qu'il y a le marché qui est là pour la soutenir. Donc, aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, c'est l'investissement participatif. Par exemple, avec la startup FarmCrowdy au Nigeria, où on peut se faire financer sa production très rapidement par des petits investissements de particuliers. C'est autour en euros, ça va donner c'est des investissements de 250 €, mais par exemple, on peut demander des tickets, 10 tickets de 250 €, ça fait 2500 € pour pouvoir monter, on va dire, une petite usine ou une petite unité de production de poulet. Et puis du coup, ça permet d'avoir le capital en amont et de ne pas avoir en fait à faire de l'avance de trésorerie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu pourrais juste reprendre comment ça fonctionne, FarmCrowdy? C'est une plateforme en fait où ceux qui ont besoin de financement présentent leur projet dans le domaine agricole pour récolter des subventions ou des prêts de la part. En fait, du coup, par exemple, alors moi je suis un producteur de poulet. Je veux monter une nouvelle unité de poulet. J'ai besoin de 2500, 10 000 € pour le faire. Je vais mettre le projet sur FarmCrowdy. Je vais le découper en plusieurs lots. Je vais dire, pour avoir 2500 €, je veux qu'il y ait 10 personnes qui investissent 250 €. Et ces personnes-là, par contre, je leur garantis un bénéfice. C'est-à-dire qu'ils me donnent 250 € et que dans 6 mois, en fait, quand le poussin sera devenu poulet et que j'aurai vendu et que j'aurai découpé le poulet et que je l'aurai revendu, j'aurais fait, on va dire, 100% de bénéfices. C'est-à-dire que le poussin que j'aurais acheté à 5, j'aurais revendu 10. J'aurais enlevé les charges, on va dire 25% de charges. Donc, du coup, j'aurais enlevé 2,50 €. Il me restera 2,50 €. C'est 2,50 €. Je prendrai 1,25 € moi et je laisserai 1,25 € à l'investisseur qui récupérera son argent plus 1,25 €. Alors, ça intéresse les investisseurs parce que c'est des forts rendements, généralement. Généralement, FarmCrowdy propose autour des 10 à 12% sur les 6 mois. Donc, en tant que particulier, c'est plus intéressant de mettre son épargne sur un tel projet pour avoir un bon rendement, meilleur qu'en banque. Mais il y a quand même un risque de ne jamais retrouver son argent, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas de risque de ne pas retrouver son argent. Parce que généralement, en fait, il y a des assurances qui sont là pour backer l'investissement. Mais par contre, il y a un risque de ne pas gagner d'argent avec cet argent. C'est-à-dire que si j'ai mis 5, au pire des cas, je récupère 5. Et donc, FarmCrowdy, c'est dans quel pays, tu nous as dit? Au Nigeria. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres tentatives au Sénégal, au Togo, en Guinée et peut-être même au Mali.
mais qui ne sont pas encore vraiment assez bien développés, mais ça ne serait tardé. Donc, voilà, c'est une plateforme de financement participatif pour avoir l'investissement suffisant pour pouvoir mener à bien son projet agricole. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut bien fonctionner actuellement ou qui a justement émergé ces dernières années? C'est-à-dire que la commercialisation, c'est extrêmement important parce que, comme j'ai dit, ça permet en fait de couper les intermédiations et donc du coup de valoriser mieux son produit. Donc ça, c'est ce qui permet en fait aux agriculteurs de se lancer. Après, alors, comme toujours, innover, c'est investir. Investir, c'est dépenser de l'argent pour éventuellement gagner après. Mais il faut quand même en dépenser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une ferme de 1 hectare, de 1 demi-hectare, est-ce que ça vaut le coup de mettre des IoT partout pour pouvoir évaluer le niveau d'eau nécessaire? Je ne pense pas. Par contre, d'avoir une ferme d'1 hectare et puis de pouvoir d'avoir quelqu'un qui la gère et avec un téléphone portable et qu'on puisse être connecté avec lui et puis pouvoir lui donner en fait les instructions du jour au jour le jour, c'est extrêmement important. C'est ce que je fais moi tous les jours. Et puis ça me permet aussi de suivre ce qu'ils font, de suivre et puis de voir. Bon, après moi j'ai des capteurs aussi, mais qui me permettent de savoir si ils ont vraiment fait ce que je leur ai demandé de faire. Mais donc, du coup, c'est plus pour de la gestion un peu plus lointaine. Après, il y a aussi toute la partie, et pour tous ceux qui se lancent, en fait, je pense qu'avant de se lancer, il est très important de bien étudier les choses. Et de bien étudier les choses, c'est passer par une grande phase d'apprentissage. Et aujourd'hui, le 2.0 permet de pouvoir apprendre très rapidement ou de pouvoir apprendre très rapidement à faire ou à transformer ou à vendre. Parce que vendre, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on va produire parce qu'on ne produit pas des tomates parce qu'on se dit c'est bien de produire des tomates. On produit des tomates parce qu'on sait que le marché veut des tomates. Et donc, du coup, cette information-là, de savoir si le marché veut des tomates, et ben, du coup, elle est plus présente. On l'a de plus en plus grâce aux technologies d'information. On observe de plus en plus et tout simplement, c'est aussi des producteurs qui vont vendre directement leur production sur Facebook, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus de groupes qui permettent de vendre et là, ça ne nécessite pas forcément de savoir développer une plateforme, une application, un site internet. Ça va être tout simplement réussir à trouver ses clients en direct grâce à un réseau social, n'est-ce pas? Alors ça, oui. Du coup, là, on parle plus du coup, on est dans de l'agriculture 2.0, mais plus dans le côté frugal. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'avait pas les capacités de pouvoir faire, donc du coup, on a trouvé des moyens détournés de pouvoir le faire. Et en le faisant par Facebook, mais ce qui marche aussi très, très bien. Mais c'est intéressant quand même aujourd'hui. Et après, c'est aussi une question gouvernementale, une question des dynamiques des pays, des dynamiques des grands groupes. Aujourd'hui, par exemple, une des principales plateformes en France, par exemple, une des principales plateformes du particulier au consommateur, du producteur au consommateur, est développée par Leclerc. Donc après, il faut aussi de l'aide. C'est un écosystème. Il n'y a pas que l'entrepreneur. Il y a aussi il y a des choses à faire au niveau de la formation. Il y a des choses aussi à faire au niveau des ministères. Il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation. Il y a des choses à faire au terme du ministère du Tourisme. Parce que aujourd'hui, l'agroécologie est quelque chose. L'agro-tourisme est quelque chose qui est très, très en vogue. Donc, du coup, je pense qu'il y a de très belles choses à faire. D'ailleurs, j'ai un copain qui est au Mali qui fait des randonnées maintenant, alors, tous les week-ends, alors que s'il y a 10 ans, c'était impensable. Il y a énormément de choses à faire. Et surtout que c'est tout ce qui est annexe, on va dire, à l'agriculture, comme l'agrotourisme ou la formation agroécologique, tout ça, ça permet aussi d'avoir des revenus supplémentaires le temps que d'avoir les récoltes. Et puis après, par exemple, les gouvernements, moi je sais qu'il y a pas mal de pays africains où les gouvernements mettent en place des plateformes pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir les prix du marché. Parce qu'aujourd'hui, si on produit des mangues, ben on sait pas, si on ne sait pas combien ça coûte, et ben, on peut très vite se faire avoir. Alors que s'il y a une plateforme où on sait exactement
quel est le prix du marché des mangues, des tomates, des oranges, et tout ça, ben, on peut plus facilement les revendre. Il y a beaucoup d'éleveurs aussi au Mali. Est-ce que les nouvelles technologies peuvent aussi faciliter leur travail? Oui, oui. Alors déjà pour la compréhension de leur bétail, parce que du coup, encore une fois, il y a un accès au savoir qui est énorme. Et donc du coup, on n'a pas souvent accès, on n'a pas des fois, on n'a pas du tout accès à des vétérinaires, par exemple. Le fait de pouvoir avoir accès à Internet nous permet des fois de trouver des maladies qui peuvent être facilement traitées avec des plantes locales ou avec d'autres produits qui ne nécessitent pas forcément un investissement trop important, mais qui, s'ils ne sont pas faits et s'ils ne sont pas traités, peuvent devenir dégénérer rapidement et puis créer de gros problèmes. Après, en termes d'élevage, alors l'élevage encore aussi, ce qui est important, c'est la demande et la distribution. Donc, du coup, à partir du moment où on a une vache, soit on produit du lait, soit on vend de la viande. Mais dans les deux cas, il faut vendre. Vendre, ça implique beaucoup de choses. Alors, le lait, on ne le vend pas comme ça, parce que du coup, il faut le transformer aussi, parce que je ne sais pas si vous avez déjà goûté du lait de vache directement qui sort de la pie de la vache, mais ce n'est pas du tout le même goût que le lait qu'on peut trouver au supermarché. Donc, du coup, il faut le travailler, il faut le pasteuriser et tout ça. Donc, du coup, tout ça aussi, c'est des technologies qu'on peut acquérir à travers le web. Ensuite, il y a toute la partie connectivité. Alors, c'est pour un peu, soit des plus grandes exploitations, soit en fait des exploitations en réseau. Alors aujourd'hui, ce qui est très intéressant, il y a un adage africain d'ailleurs, et qui est extrêmement intéressant, c'est que tout seul, on va beaucoup plus vite, ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, si moi j'ai 10 vaches, que mon voisin il a 10 vaches, que l'autre voisin il a 10 vaches et que l'autre voisin il a 10 vaches, ça fait 40 vaches. Avec 40 vaches, on peut plus facilement exploiter les 40 vaches que chacun de son côté les 10. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Il y a une startup qui s'appelle Moumi, qui est en Tunisie, qui a fabriqué des colliers connectés pour les vaches et qui permet de savoir exactement combien elles vont produire de lait chaque jour, et ça. Donc, du coup, ça permet par exemple à ces 4 agriculteurs qui ont 40 vaches de pouvoir en fait se connecter, de pouvoir aller proposer en fait leurs produits à des grandes marques comme je sais pas, Centrale laitière ou comme Danone ou Lactalis, ou comme la bergerie de comment ça s'appelle déjà? La bergerie du laitier au Ouais, Sénégal? ouais, c'est ça, voilà. La bergerie du laitier. Eux, ça leur permet du coup de pouvoir évaluer combien ils vont pouvoir aller chercher. Donc, du coup, ils vont savoir exactement, alors ces 40 vaches-là, on va en tirer tant de lait. Donc, ça y est, elles sont prêtes à avoir du lait. On va aller le chercher directement aujourd'hui. Donc, ça leur permet de gérer le stock, ça permet de faire pas mal de choses intéressantes. Ensuite, il y a, par exemple, des colliers qui permettent de les garder dans un espace prédéfini. Par exemple, si elles partent à plus de 1 km, ça balance un petit truc électrique et du coup, elles font demi-tour. Il y a, il y a une autre startup qui s'appelle Zaidi au Kenya qui est exceptionnelle. Alors, eux ont créé tout un système d'économie circulaire autour du lait. C'est-à-dire que du coup, en fait, on a une production de lait. Zaidi, en fait, récupère cette production-là, le traite et le revend. Mais en fait, ils permettent aussi de payer en biens. C'est-à-dire que du coup, je suis un producteur, j'ai 3 vaches. Zaidi vient, évalue en fait les 3 vaches, combien elles vont faire de lait tous les jours ou tous les mois. Et puis de là, en fait, alors, ça permet en fait aux agriculteurs d'accéder à des crédits ou à payer la scolarité de leurs enfants un petit peu en avance de phase. Donc le champ, comme j'ai dit, le champ des possibles est tellement énorme, Ouais. on peut pas les citer un après l'autre, et j'invite par contre tout le monde à chercher de par soi-même. Et la source d'information est tellement énorme que vous trouverez facilement. Il suffit juste de taper Startup Agriculture 2.0 et vous aurez tout le champ des possibles sur Google. Mais les dynamiques sont là et c'est extrêmement important que la jeunesse s'y mette. Et puis, c'est aussi un moyen de capter notre jeunesse dans la ruralité et qui est une chose très importante parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire dans les villes. Moi-même, je suis un citadin je suis un agriculteur qui a émigré à la cité, mais qui revient à l'agriculture. Mhm.
car il y a vraiment du potentiel dans l'agriculture. Et puis, je pense qu'à travers tous les exemples que tu présentes là, certes rapidement, mais on se rend bien compte que même avec pas beaucoup de moyens, c'est-à-dire seulement un smartphone, on peut déjà révolutionner son champ. Alors après, il y a d'autres technologies dont tu nous parles qui vont nécessiter beaucoup d'innovation, de process et de moyens à investir. Mais même avec peu de moyens, on peut aujourd'hui utiliser facilement les potentialités du numérique pour son exploitation agricole, n'est-ce pas? Exactement. Alors, ce qui est aussi extrêmement important, c'est que dans la dynamique agricole ou dans tout autre secteur aussi, c'est que il est important en fait aussi de pouvoir utiliser le digital pour en tirer des données. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, en fait, l'intérêt du digital, c'est la donnée qu'elle procure. L'intérêt de mettre un collier à une vache, c'est de savoir combien de lait elle va produire. Donc, du coup, d'avoir cette donnée-là. Mais une donnée brute ne sert à rien. Aujourd'hui, si Galileo n'est pas exploité, c'est parce que c'est que de la donnée brute. Mais on ne sait pas la transformer en fait en une donnée exploitable. Et je pense que c'est là où il y a le secret, où il y a le secret. Et surtout, alors c'est quelque chose sur lequel j'assiste souvent en Afrique, c'est les dynamiques communautaires. Aujourd'hui, quand on voit en fait toutes les plateformes et toutes les grandes réussites de startups dans le monde, que ce soit Facebook, Uber, Blablacar, Twitter, Tinder, et ça, toutes ces dynamiques, toutes ces startups-là se basent sur des communautés et sur des dynamiques communautaires. Ces dynamiques communautaires, elles sont extrêmement importantes dans les pays du Nord parce qu'ils les ont perdues. Alors du coup, ça leur fait plaisir de les retrouver à travers ces plateformes-là. Et nous, en Afrique, on les a toujours. Alors comment on peut réfléchir en fait à réutiliser nos dynamiques pour pouvoir les développer autour de plateformes numériques et créer en fait des nouvelles startups, des nouvelles licornes de demain. Mais par exemple, Uber, quand je vois Uberpool, moi de tout temps au Maroc, j'ai pris le taxi. Quand il y avait quelqu'un qui prenait le même trajet que moi, et ben, il montait dans le taxi et puis on partageait la course ensemble. Les crowdfunding, de tout temps, la tontine a existé chez nous. Le Facebook enfin, ou LinkedIn, c'est-à-dire recommander quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'a toujours marché le recrutement chez nous. Donc, c'est toutes ces dynamiques-là qu'il faut qu'on garde et il faut qu'on développe. Et si on y arrive, on arrivera à faire de super choses en Afrique. Et ce qui m'amène à la question suivante, mais quels seraient aujourd'hui les freins à l'éclosion de ces startups, notamment en Afrique de l'Ouest? Les freins à l'éclosion de ces startups, alors, il y en a plusieurs. Le premier, alors pour moi, ce qui est un gros frein, c'est des dynamiques grands groupes. Aujourd'hui, généralement, quand on monte une startup, on veut se faire incuber. Quand on veut se faire incuber, on va dans un incubateur et un incubateur est généralement backé par un grand groupe. C'est des dynamiques qui ne sont pas super. Je vais l'expliquer tout simplement. Si Uber avait été incubé par Taxi G7, il n'y aurait jamais eu d'Uber. Si Facebook avait été incubé par MSN, il n'y aurait jamais eu de Facebook. Si Tinder avait été incubé par, je ne sais pas c'était quoi le site de rencontre à l'époque, mais bon, par Elite Rencontre, il n'y aurait jamais eu de Tinder. Donc, il faut vraiment en fait essayer d'y aller, on va dire, la fleur au fusil. Et puis avoir, en fait, c'est un peu compliqué aussi parce que les modèles de financement sont compliqués aussi. Et l'accompagnement des startups est compliqué aussi, et des entrepreneurs est compliqué, dans le sens où on essaie souvent d'adapter des modèles européens ou américains sur le continent africain, alors que ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques, et puis qu'il y a des modèles spécifiques à développer pour l'Afrique. Ce que fait Donilab et Jocolabs, par exemple. Je crois que je vous ai perdu. Elodie. Et la qualité des infrastructures, est-ce que
c'est un potentiel frein ou et que c'est pas forcément un frein pour Donila, de ton côté là, Aboubaker? Oui, alors je t'ai perdu un petit peu, mais j'ai compris, j'ai entendu la qualité des infrastructures. Voilà, la qualité de l'internet, bon, parce que souvent Alors, la qualité, oui. Alors, c'est ce qu'on reproche et on pense qu'avec la faiblesse du réseau, c'est vraiment un frein pour ceux qui voudraient se lancer. la faiblesse du réseau, enfin la faiblesse de toutes les infrastructures, qu'elles soient informatiques ou logistiques. Parce que je discutais justement avec quelqu'un au Cap-Vert il n'y a pas si longtemps, qui me disait, j'ai beau faire un site de e-commerce, mais s'il n'y a pas des routes pour livrer, je pourrais pas les livrer. Donc ça n'a pas d'intérêt. La qualité de l'Internet aussi, c'est-à-dire que si moi, pendant très longtemps, dans ma ferme, j'ai pas pu mettre des caméras, ce qui était par contre ce qui était primordial dans mon cas, et j'ai pas pu mettre des IoT sur mes pompes parce que il n'y avait pas d'internet. Enfin, il y avait même pas accès, enfin, il y avait pas d'accès à la 3 ni à l'époque c'était la 2G. Il y avait même pas accès à la 2G. Donc, euh, donc effectivement, s'il y a pas ça, c'est compliqué. Après, c'est souvent, c'est-à-dire que le développement de l'entrepreneuriat innovant est souvent lié à des volontés politiques. On le voit par exemple au Rwanda. Si aujourd'hui il y a Zeppelin au Rwanda qui permet de livrer du sang n'importe où en 45 minutes dans le Rwanda, c'est parce que c'est bien le gouvernement qui l'a voulu. Il n'y a pas de... Oui, parce que du coup, le e-commerce aussi peine à se mettre en place, notamment en Afrique de l'Ouest, aussi parce qu'on ne peut pas vraiment bien géolocaliser les gens, les adresses ne sont pas fonctionnelles. Et donc, quand on voudrait faire davantage de livraison à domicile, ça rend l'activité assez pénible, coûteuse. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté quand même. C'est encore une fois parce que pour l'instant, enfin, personnellement, tous les sites de e-commerce que j'ai vus en Afrique sont des copier-coller de sites e-commerce européens ou américains et qu'il n'y a pas cette adaptabilité sur le continent africain qui est importante. Par exemple, je vous donne juste un exemple. J'ai accompagné deux entreprises qui faisaient en fait de la livraison en point relais, une en France, une au Sénégal. Euh, Celle qu'il avait développée au Sénégal réussissait beaucoup mieux parce qu'elle avait cette dynamique sénégalaise. Typiquement, celle qui était en France ne comprenait pas que 50% de ses produits n'arrivaient jamais au client final, alors que celle au Sénégal avait 90% de taux de réussite. En étudiant rapidement, on a très vite compris en fait que les Français mettaient le prix sur l'emballage de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, du coup, quand la personne qui touche 200 euros par mois voit un produit dans ses mains qui en vaut 600, elle est plus vite tentée de le récupérer plutôt que de le livrer. Effectivement. Alors, du coup, je vais poser une dernière question et ensuite je vais plutôt me concentrer sur les questions de ceux qui nous suivent depuis une petite heure maintenant. Quel conseil tu voudrais donner aux participants de Donny Green, ceux qui cherchent aujourd'hui donc à être inspirés, trouver des nouvelles voies pour entreprendre, pourquoi pas dans l'agriculture, et qui sont peut-être aujourd'hui encore, qui se freinent, qui sont freinés par un manque d'investissement ou de compétences techniques pour se lancer? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pas mal, mais encore. Euh, Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, très difficile, mais que le jeu en vaut la chandelle. Euh, Deux choses qui m'ont été apprises et que du coup, je vais diffuser. La première, c'est on gagne ses bénéfices sur les coûts et non pas sur son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment, vraiment, vraiment faire extrêmement attention à ses coûts. La deuxième chose, c'est que quand on fait quelque chose, quand on entreprend quelque chose, il y a sûrement quelqu'un qui entreprend la même chose à côté,
Alors, il faut aller beaucoup plus vite que lui, travailler beaucoup plus ardemment que lui. Après, que ce soit de l'entrepreneuriat dans les technologies ou dans l'agriculture ou dans le commerce, c'est les mêmes règles pour tous. Et Elodie, je t'ai perdu, je crois. Tidiane, tu m'entends ou... Bien, ça j'ai été. Quelques questions Oui, je suis là. sur le chat, mais si certains d'entre vous avez envie de poser votre question en direct, vous êtes dans des bonnes conditions, n'hésitez pas à lever la main sur la petite icône et puis j'ouvrirai vos mots. Alors, je ne sais pas si Aboubacar, tu vois les questions ou si, Oui, je les vois. Alors, du coup, je vois... bon, quelques réticences par rapport à en cours. Je voulais poser la question de Traoré qui demande comment on pourrait être dans la culture africaine, étant donné que le texte se caractérise par une agriculture de subsistance et vu le niveau de pauvreté. Alors, désolé, Elodie, je t'entends très très mal. Moi aussi, hein. Moi aussi. Elodie. Aboubacar, tu m'entends? Oui, moi j'entends bien, Tidiane. Ok, en fait, elle posait la question de Brahima Traoré qui demandait comment intégrer les technologies dans l'agriculture africaine, étant donné les contextes de subsistance et la pauvreté des petits agriculteurs. Alors, Parce qu'il y a eu une petite coupure à un moment, hein, mais je voulais poser la question de Brahima Traoré. Je l'ai reposé. Comment intégrer les technologies dans l'agriculture africaine, étant donné qu'il y a un certain niveau de pauvreté pour les petits agriculteurs? alors j'ai envie de dire que c'est toujours possible de l'intégrer, quel que soit son niveau de pauvreté ou de richesse, que l'investissement sera juste différent. Comme j'ai pu l'expliquer un petit peu juste avant, aujourd'hui, avec un simple téléphone, même pas smartphone, on peut avoir accès à la météorologie, au prix du marché, aux différents traitements par rapport aux différentes maladies. Il suffit juste de taper étoile 120 dièse, les différents USSD qu'il y a, mais je pense que les agriculteurs les connaissent. Et puis, on a déjà accès à l'information. Et c'est déjà quelque chose de très important. Ensuite, avec un smartphone, c'est encore plus intéressant, mais j'ai conscience que tout le monde n'a pas de smartphone. Mais avec un smartphone, aujourd'hui, n'importe quelle application qui sont gratuites peut permettre de prendre en photo une plante et puis savoir exactement comment la cultiver, comment la développer, quand la récolter, qu'est-ce qu'il lui faut, quels sont les différents processus et quelles sont les différentes étapes de développement. Et on peut même la voir. C'est-à-dire que même si on ne sait pas lire, on peut avoir des images qui nous permettent de pouvoir voir ça. Aujourd'hui, on utilise la technologie. Alors, la technologie est omniprésente chez les agriculteurs, même si on ne s'en rend pas compte, ne serait-ce que la communication par WhatsApp. Je parlais avec des agriculteurs en Guinée la dernière fois, ils me disaient c'est incroyable ce WhatsApp, j'ai même plus besoin de savoir lire ni écrire, je peux communiquer avec ma mère par le téléphone. J'ai juste à lui envoyer un message vocal, elle me répond avec un message vocal, je lui envoie un message vocal. Et donc, du coup, la technologie est déjà présente et les agriculteurs l'utilisent déjà. Alors aujourd'hui, après, effectivement, tout est une question d'investissement et tout est une question de capacité d'investissement et tout est une question aussi de capacité de développement. Alors effectivement, si on a une petite parcelle et qu'on veut planter 2-3 tomates, il n'y a pas lieu d'investir dans un système de drone qui va suivre exactement combien la pluviométrie,
quelle nécessité il y a en eau pour chacune des tomates, tout ça. Après, bon, s'il y a un agriculteur qui a une plus grande exploitation, c'est plus intéressant pour lui. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui aussi, ce que permet la technologie, c'est de pouvoir se mettre en réseau. Alors, il n'y a besoin de rien, il y a besoin d'un téléphone et de Facebook ou d'un téléphone et de WhatsApp, créer un groupe avec les gens qui sont autour de chez nous et puis de pouvoir en fait se mettre ensemble. C'est le principe de la coopérative. Sauf que la coopérative, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, a nécessité de se regrouper. Là, on peut créer des coopératives virtuelles et puis on n'est pas obligé d'être à côté pour pouvoir communiquer ensemble et puis se donner des conseils et puis s'entraider. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je sais pas. Ouais, je pense que c'est clair. Je vais proposer à Dembélé de poser sa question comme il a levé la main. Vous m'entendez? Dembélé, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir. Moi, j'évolue dans l'agriculture, pratiquement dans l'agriculture hors sol. Je voulais développer cette technique ici dans ma ferme. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens nécessaires pour la pratiquer. Du coup, donc, j'avais essayé de faire avec du compost. Si toutefois, je pourrais avoir quelques conseils pour pouvoir améliorer ma production. Alors, tout est une question de prouver l'intérêt de ce financement-là. Les gens, quand ils nous donnent de l'argent, ils ne nous donnent pas pour nos beaux yeux. Ils nous donnent pour en faire une rentabilité, que ce soit une banque, que ce soit un investisseur, que ce soit un particulier, à moins que ce soit votre père ou votre mère, il ne va pas vous donner d'argent pour vous faire plaisir. Pour ça, il faut prouver que cet investissement est rentable. Donc, à partir de ce moment, prouver que cet investissement est rentable, c'est-à-dire qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous voulez faire de l'agriculture hors sol, faites un petit pilote, c'est mon conseil, de faire un petit pilote sur une petite surface, essayez, prouvez que ça marche, et à partir du moment où vous prouvez que ça marche, vous pouvez trouver des financements pour faire un peu plus grand, et une fois que ce sera un peu plus grand, et que vous prouvez que ça marche un peu plus grand, vous retrouverez du financement pour faire encore un peu plus grand, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver du financement à partir Alors, je ne sais pas si Elodie, en fait, est toujours connectée, mais j'ai vu qu'il y avait Maya Cissé qui avait levé la main aussi, qui voulait poser une question. Je ne sais pas si vous êtes... Alors, si tu nous entends, tu peux poser ta question. Allô? Allô? Oui, vas-y, on t'entend. Oui, vous m'entendez? OK. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, moi, ma question était la suivante. Est-ce qu'il y a des startups qui ont développé des solutions qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à la vente? Parce que nous, sans arrêt spécialisé dans la commercialisation justement de ces produits agricoles-là, et on a beaucoup de problèmes par rapport à nos fournisseurs, à la qualité des produits et autres. Donc, nous avons décidé de mettre en place notre propre réseau de fournisseurs, comme ça existe dans d'autres pays de l'Afrique centrale et autres. Mais c'est assez compliqué pour nous parce que les fermes ne sont pas bien équipées, on ne sait pas qui fait quoi quand. Donc, on avait pensé à développer peut-être une application pour essayer de géolocaliser ces fermes-là qui seront des fermes fournisseurs sans arrêt, mais aussi déterminer quand est-ce qu'ils vont faire leur récolte, dans quel secteur, dans quelle zone, comment est-ce qu'on peut essayer d'organiser leur production en fonction de la demande du marché. Donc, parce que nous, on est spécialisé dans la vente, mais tout ce qui est développement d'applications ou autres, ce n'est pas vraiment notre point fort. Donc, on voulait savoir s'il y avait des startups qui ont déjà développé ou bien qui sont sur cette voie-là, des solutions que nous pouvons utiliser ou adapter aux
à notre réalité ici au Mali par rapport à cette problématique de fournisseurs? Alors, moi, j'en connais quelques-unes, pas forcément au Mali. C'est assez difficile, mais c'est un projet intéressant. Mais comme tout projet, alors l'information est facile à trouver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si à partir du moment où vous voulez lancer une startup dans un domaine et que vous ne trouvez pas cette startup-là alors que vous êtes du domaine, c'est qu'elle n'existe pas. Parce que forcément, une startup, ça doit grandir vite. Alors si vous-même, vous la cherchez et que vous ne la trouvez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est que vous avez toute la place pour le faire. Ensuite, j'ai envie de dire que c'est le lot de tout entrepreneur de faire ses benchmarks et de faire sa veille concurrentielle pour voir. Aujourd'hui, c'est sûr que je peux vous dire non, mais du coup, il va y avoir, alors qu'il y a une startup qui existe, comme je peux vous dire oui à cette startup-là, alors qu'elle n'est pas du tout performante. Donc, du coup, moi, je pense que l'information, elle est plus. C'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure information si vous cherchez de par vous-même. Et c'est un petit peu d'ailleurs le message que j'ai envie de faire passer à tous les entrepreneurs, c'est qu'il faut arrêter d'attendre les autres. Il faut arrêter d'attendre des informations qui viennent à droite, à gauche, et puis je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas ça, je ne sais pas faire ça parce que je ne peux pas faire ça. Si vous partez dans cette dynamique-là, vous n'allez jamais y arriver. La première chose qui fait qu'un entrepreneur réussisse, c'est qu'il ne s'arrête jamais, en fait. C'est-à-dire qu'il avance quoi qu'il arrive. D'accord. Mais moi, je pense que c'est une. Alors, encore une fois, c'est une bonne idée parce que j'ai vu d'autres startups qui faisaient ça et qui marchent. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, une idée ne fait pas le tout, c'est surtout l'exécution qui fait qu'un projet va marcher ou pas. Après, effectivement, comme vous avez dit, vous êtes sur la commercialisation. C'est compliqué de pouvoir toucher toute la chaîne de valeur d'un même marché. Ce n'est pas impossible, mais ça sera beaucoup de travail. D'accord, ok. Nous allons nous mettre au développement d'applications dans ce cas et voir comment ça va évoluer. Ouais. Merci. Merci pour votre réponse. Voulez-vous proposer Ibrahima Bouaré, votre micro est ouvert. Allez-y, peut-être pour la prochaine question. Bonjour à vous. Allô? Allô? Oui, on vous entend. Oui, et moi, c'est vraiment Boiré, comptable de formation. Je souhaite m'investir dans le domaine de l'agriculture. Je souhaiterais savoir, est-ce qu'il y a des applications développées dans seulement ce secteur-là? Répétez la question, excusez-moi. Oui, allô, je disais, je suis comptable de formation, mais je souhaiterais m'investir dans le domaine de l'agriculture. Maintenant, est-ce qu'il y a une application plus adaptée seulement dans le secteur de l'agriculture? Une application comptable pour le secteur de l'agriculture? Non, non, pas comptable. Une application qui faciliterait la gestion de la ferme. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des plus ou moins performantes, des plus ou moins chères, des plus ou moins adaptées au contexte local. Je répondrai la même chose que à votre collègue Maya Cissé en vous disant que c'est la première chose que vous avez à faire en fait. C'est-à-dire que vous voulez lancer un projet, ben regardez déjà tout ce qui se fait. Et puis, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui se fait et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui voulez lancer un projet, c'est vous qui connaissez votre capacité, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire. Regardez tout ce qui se fait, étudiez, et puis de là, vous pourrez avoir une vision beaucoup plus claire. Et même si je vous donnais une réponse aujourd'hui, ce serait peut-être une réponse qui serait fausse, et ce serait peut-être une réponse qui ne serait pas juste demain. Et comme j'ai dit, peut-être ça se trouve, je vais vous dire non aujourd'hui, mais qu'en même temps que vous êtes en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de la développer, et le temps que vous la développiez, il aura déjà gagné tous les marchés. Donc, c'est avant tout, c'est l'entrepreneuriat, il faut étudier les marchés, il faut étudier son projet, il faut bien développer son projet et y aller, mettre sa baïonnette sur son fusil, y aller.
ce genre de questions, aujourd'hui, elles sont… Vous pouvez les poser à droite, à gauche, mais l'information viendra surtout si vous faites des recherches vous-même. Je ne sais pas s'il y a une autre question, si c'est moi qui n'entends plus personne. Non, je croyais que Tidiane allait rebondir. Bon, il y a des questions. N'hésitez pas à lever la main si vous avez d'autres questions. En tout cas, pour beaucoup de vos questionnements, on sait que vous avez accès à l'Internet. Preuve en est que vous êtes sur ce webinaire. Et donc, on vous incite vraiment à faire plein de recherches puisque tout est aujourd'hui disponible sur Internet. Donc, n'hésitez pas. Il y a Maïga Idrissa qui te demande, Aboubaker, comment utiliser Galileo pour la géolocalisation d'un domaine ou d'une ferme? Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne? Alors, oui, mais il faut avoir des grosses compétences techniques. Il n'y a pas encore, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas connu parce qu'il n'y a pas encore d'usage très développé dessus, mais c'est en cours. Mais c'est en fait, c'est aux entrepreneurs, et ce que je disais un petit peu au début, c'est de réussir à faire un lien entre les technologies et les entrepreneurs de terrain qui vont permettre en fait de développer des dynamiques. Aujourd'hui, il n'y a pas parce que personne, parce que les données sont brutes, c'est des données, c'est des codes informatiques bruts, et il faut juste qu'il y ait des gens qui veuillent bien lancer une application pour pouvoir transformer ces données brutes en données exploitables par les agriculteurs. Ok, ensuite, il y a une autre personne, je n'ai pas le nom là, qui demande, est-ce qu'il est possible pour un agriculteur malien de se former à ces techniques du numérique, soit en ligne, soit sur le terrain? Est-ce qu'il y aurait des sites en particulier à recommander ou des acteurs au Mali qui proposent des formations dans le domaine? Je dirais, Tidiane, tu veux répondre? Non, parce que je crois que Donilab fait des formations dans ce sens. Il y a des formations physiques qui se font. Après, en distanciel, il suffit juste de taper MOOC Agriculture, MOOC M-O-O-C Agriculture, et vous aurez un accès incroyable à une base de données de formation qui sont ouvertes. Aujourd'hui, vous savez, même, vous pouvez même aller faire le cursus du MIT ou tout le cursus de Stanford en ligne gratuitement. Donc, il suffit juste en fait de se donner les moyens et d'avoir envie de le faire et d'avoir le temps de le faire. Effectivement, plein de formations gratuites disponibles en ligne. Maintenant, je passe à la question de Amadou qui demande comment peut-on développer une start-up sur les réseaux sociaux sans accompagnement d'un particulier ou du gouvernement, vu les difficultés liées au financement? Alors, c'est une question dans une question, c'est-à-dire est-ce que vous avez vraiment besoin d'être accompagné de quelqu'un ou d'un gouvernement ou d'avoir des financements pour vous lancer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne vous fera de cadeaux et personne ne vous donnera de l'argent gratuitement comme ça, à moins que ce soit de l'argent d'une fondation, et encore, généralement, ils le font avec un objectif caché derrière. Donc, pour avoir du financement, il faut prouver que votre projet va marcher. Pour prouver qu'il va marcher, il faut le faire petit au début et le faire grandir petit à petit. Exactement. Il faut réussir à faire ses preuves seul au démarrage. Et si vous n'avez pas de financement, eh bien, il faut démarrer avec ce que vous avez, ou en tout cas ce que vos proches pourraient vous prêter pour vous lancer.
Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui veut développer des fermes d'insectes. Il a l'expertise, il veut le faire, il lui manquait des financements. Je lui avais donné le même conseil que je vous ai donné, de faire petit et de grossir petit à petit jusqu'à qu'il soit assez gros pour pouvoir lever des fonds. Il me disait que c'était impossible, que c'était trop long, que ça ne l'intéressait pas, qu'il pouvait aller chercher des gros financements directement. Ça fait 4 ans qu'il est sur le projet et il n'y a toujours rien qui est sorti. En parallèle de ça, une autre personne l'a fait, une en France, une en Tunisie, une au Kenya et une au Nigeria. Chacune ont commencé très petit, avec un petit conteneur, fabriquer des insectes, les revendre à des petits agriculteurs. Au final, ils ont fait 2 conteneurs, 3 conteneurs, 4 conteneurs, une usine, une plus grande usine. La première personne n'a encore rien fait. Celle en France a levé 100 millions d'euros. Celle en Tunisie a levé 10 millions d'euros. Celle en Kenya a levé 10 millions d'euros. Celle au Nigeria est en train de lever 15 millions d'euros. Une autre question à Sitan Makadji qui demande est-ce que l'agriculture sous serre peut ou doit être numérisée, informatisée? Est-ce qu'il y a des projets avec de l'agriculture sous serre? Comment ça peut être lié aux technologies du numérique? Alors, comme j'ai dit, c'est un outil, ce n'est pas un objectif. Donc, l'outil technologique, bien sûr, peut être utile en serre. D'ailleurs, il y a de très belles startups au Ghana qui fait ça, où en fait, elle a connecté, en fait, c'est une serre connectée. On sait exactement combien de degrés il fait dans la serre. S'il fait trop chaud, ben, ça lance une bâche qui est plus opaque. S'il fait trop froid, ben, ça lance une bâche, ça ouvre les différentes bâches, et ainsi de suite. Ensuite, ça rejoint aussi un peu la question d'avant sur l'agriculture hors sol. Généralement aussi, beaucoup de gens qui font de l'agriculture en serre font du serre hors sol, et pour pouvoir mieux maîtriser les intrants. Et qui dit maîtriser les intrants, dit savoir exactement quels sont les intrants ou quels sont les manques ou les besoins de la plante, et de pouvoir lui donner de façon très très précise. Et pour ça, on a besoin de la connecter. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux. Ok, je crois que la connexion se dégrade de plus en plus. En tout cas, on a déjà passé pas mal de temps à essayer de comprendre ce que peut représenter l'agriculture 2.0, toutes ses potentialités pour les agriculteurs, pour les jeunes qui voudraient se lancer, mais qui aimeraient aussi trouver les voies et moyens de mieux vivre de l'agriculture, de la rendre plus intelligente, peut-être plus attractive, plus productive, mieux vivre de l'agriculture et pouvoir se reposer sur le numérique pour révolutionner l'agriculture. Alors, il y a vraiment diverses façons de le faire, avec plus ou moins de compétences techniques, avec plus ou moins de financement en mots, de messages que tu veux nous faire passer, Aboubaker. N'attendez pas, allez-y, formez-vous. La connaissance, les savoirs sont disponibles sur Internet. Vous êtes sur cette conférence et que vous avez accès à Internet, peut-être un ordinateur, un smartphone. Donc, c'est vraiment important de l'information. Elle est disponible. Et puis, d'imaginer quel usage de la technologie vous pourriez faire pour rendre votre projet plus performant. En tout cas, voilà, il n'y a pas forcément un modèle applicable à ses propres solutions. En tout cas, on espère que
n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes en contact avec les équipes de Donilab, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour en discuter en face à face. On arrive donc au terme de cette conférence. Avant de te remercier encore, Aboubaker, je voudrais dire que demain, il y a une dernière conférence sur le thème de l'agriculture. C'est quelqu'un qui viendra nous parler d'assurance agricole, de Ocofinance et comprendre comment cette start-up arrive à sécuriser les agriculteurs face aux aléas climatiques. Voilà, donc merci beaucoup à tous pour votre participation, vos questions. Vous étiez plus d'une 50aine à nous suivre dans cet échange, davantage encore sur les réseaux sociaux. Et je rappelle que toutes ces conférences seront disponibles dans le temps sur une chaîne que Donilab est en train de mettre en place. N'hésitez pas en tout cas à partager ces conférences dans un plus grand nombre. Voilà, donc je me permets de te remercier, Aboubaker, et je laisse la parole à Tidiane. Je pense qu'il ne reste plus grand-chose à dire, à part remercier Aboubaker et l'ensemble de l'équipe Donilab, mais surtout les participants qui nous accompagnent depuis le début de cette aventure. J'espère qu'ils auront appris les choses et qu'au final de cette série de conférences, ils pourront mettre en œuvre des choses, que ces conférences leur sera utile dans leur business, mais aussi dans leur vie quotidienne. Et grand merci à Aboubaker pour sa disponibilité. Merci à tous. Merci à vous. À très bientôt. Bonne soirée.